Good Morning Business, spéciale élection européenne. Décryptage, débat et reportage, BFM Business avec la Tribune vous accompagne jusqu'au résultat. Good Morning Business, spéciale élection européenne avec Laure Closier. Deuxième épisode de nos émissions spéciales sur l'Europe. La semaine dernière, on a largement parlé de défense. Cette semaine, focus sur les enjeux commerciaux. Commerce, marché, frontières. Est-ce que c'est la fin de la naïveté européenne? Je suis avec Grégoire Normand, journaliste à la Tribune, qui m'accompagne aujourd'hui. Bonjour. Notre invité, c'est Pascal Lamy. Bonjour, ancien directeur général de l'Organisation mondiale du commerce. On va rentrer dans les détails, savoir si on a les moyens de se défendre en Europe, notre position par rapport aux États-Unis, par rapport à la Chine. Mais avant, Nathan, quand on regarde le marché intérieur européen, avec qui on échange? Alors, au sein des 27, 30 millions d'emplois dépendent du commerce avec le reste du monde. En 2022, les exportations de biens ont représenté 2600 milliards d'euros. Parmi les secteurs porteurs, l'agroalimentaire, les transports, les importations ont dépassé les 3000 milliards d'euros, notamment dans l'énergie et sur les produits manufacturés. Résultat, le déficit commercial est supérieur à 400 milliards d'euros. Alors, les principaux partenaires commerciaux de l'UE, les voici. La Chine représente la plus grande part des importations européennes, tandis que les États-Unis sont le premier destinataire des exportations de biens. Malgré sa sortie de l'Union européenne, le Royaume-Uni reste un partenaire privilégié, tout comme la Suisse, la Turquie, le Japon ou encore la Norvège. Pour développer son commerce extérieur, l'UE signe des accords de libre-échange avec des pays tiers, notamment les États-Unis, le Japon, le Canada ou encore la Nouvelle-Zélande. Grâce au CETA, les échanges bilatéraux ont par exemple augmenté de 51% entre 2017 et 2023 avec le Canada. L'accord avec la Nouvelle-Zélande vient d'entrer en vigueur. Objectif, augmenter de 30% les échanges bilatéraux d'ici 10 ans. D'autres accords de libre-échange sont en cours d'adoption ou de négociation avec la Chine pour régler par exemple notamment le problème du dumping chinois dans l'UE, avec les pays du Mercosur ou ceux de l'Afrique de l'Ouest. En revanche, les négociations avec l'Inde et l'Australie ont échoué. Merci beaucoup Nathan Cocampo. Pascal Lamy, quand on discute des grands sujets économiques, on dit souvent qu'on régionalise, qu'on démondialise. Quand on regarde les chiffres de l'OMC, c'est pas ce qu'on voit. Les échanges commerciaux sont en augmentation. Absolument. C'est vrai qu'il y a une grande différence entre ce qu'on entend dire, et notamment que le monde serait rentré dans une période de déglobalisation, après une période de globalisation rapide et forte. Eh bien, non. Ce n'est pas ce que disent les chiffres. Ça ne veut pas dire que la globalisation d'aujourd'hui et de demain est la même que celle d'hier, mais l'intensité de l'échange international, notamment en ce qu'il est provoqué par une multilocalisation des processus de production de biens et de services, est toujours ce qui domine les caractéristiques de l'économie mondiale. Et je crois qu'il y a des bonnes raisons à cela, et je les observe depuis très longtemps. Au fond, les infrastructures de la globalisation, c'est-à-dire cette interpénétration des systèmes de production qui est facilitée par les moyens de communication physiques, énormément maintenant par les moyens de communication digitaux, elle continue à être le soubassement de l'économie mondiale. Alors, je ne vais pas raisonner en termes marxistes trop simples. Les superstructures politiques, elles, évoluent. Et effectivement, on a une forme de globalisation qui est moins ouverte, où la géoéconomie a un peu perdu la main sur la géopolitique. Mais dans l'ensemble, le monde reste un monde globalisé. Et je crois le restera parce que c'est ce que souhaite la très grande majorité des habitants de cette planète. Il ne faut pas toujours regarder les choses avec notre petite fenêtre. En Occident, la réaction à la globalisation est beaucoup plus mitigée qu'ailleurs, mais dans le reste du monde, vous avez en gros 5 ou 6 milliards de gens sur cette planète qui trouvent que la globalisation, c'est très bien et que leur avenir en sera meilleur. Grégoire Normand. Oui, alors on a vu quand même cependant que l'opinion publique à l'égard de la mondialisation en fait avait quand même changé de regard. Elle est quand même... Dans certains pays occidentaux, oui. Elle est de plus en plus contestée. Alors quel avenir? Non, pas de plus en plus, c'est assez stable. Alors vous avez... Il y a deux mondes occidentaux, si je puis dire. Il y a les États-Unis et il y a l'Europe. Les États-Unis, vous avez raison, la globalisation a été très contestée, mais ça vient du fait que les Américains ont un système
de réduction de l'insécurité sociale qui est très médiocre par rapport à leur revenu par tête, qu'effectivement, la globalisation, c'est efficace et douloureux, et que la douleur de la globalisation est très mal amortie aux États-Unis. C'est beaucoup moins vrai en Europe, et c'est d'ailleurs pourquoi vous avez, entre les États-Unis et l'Europe, des différences de perception. Je ne crois pas que Trump aurait été élu en Europe. Il a été élu aux États-Unis, et il le sera peut-être encore. Ça dit effectivement quelque chose sur l'attitude américaine, et c'est d'ailleurs ce qui explique que le grand changement des 10 ou 15 dernières années dans le commerce mondial, c'est que les Américains sont devenus protectionnistes. La grande chose qui a changé, c'est le protectionnisme américain. Il y a 3 grandes économies dans le monde. Hein, l'Europe, la première, la plus grosse, le plus gros marché. Les États-Unis, la Chine, sur le plan commercial, on fait, disons, à peu près 15 à 20% chacun. Il y en a un des 3 qui, progressivement depuis 10 ans, est sorti de l'idée que l'échange international doit être ouvert et régulé. Et vous n'avez pas l'impression que cette idée vient en Europe? Parce qu'on voit même au sein du gouvernement, même dans la majorité présidentielle, alors qu'on était parfois des chantres du libéralisme, on commence à dire qu'il faut une Europe qui se défend par rapport aux autres, que le libre-échange, c'est pas toujours une bonne chose. Donc cette idée, elle arrive en Europe, peut-être pour notre bien ou notre mal, je ne sais pas. Vous avez parfaitement raison. Alors, attention, la France, c'est pas l'Europe. Contrairement à ce que pensent beaucoup de Français, l'Europe, c'est pas tout à fait une grande France, d'ailleurs. Non, mais Ursula von der Leyen, elle-même, a ce genre de discours. Alors, vous avez raison. Et d'ailleurs, l'Union européenne, qui a une politique commerciale fédéralisée, depuis le début d'ailleurs, a changé sa politique commerciale depuis 10 ans, au fur et à mesure que le monde se brutalisait. J'ai été commissaire au commerce il y a, disons, 20-25 ans. L'arsenal d'outils que j'avais, et notamment de défense commerciale sur l'antidumping ou l'anti-subvention, était incroyablement plus faible que celui qu'il y a aujourd'hui. Donc l'Union européenne, elle s'est ajustée, elle reste le principal éléphant du commerce mondial. On est moins nombreux que les Chinois, mais on est plus riches. Et on est moins riches que les Américains, mais on est plus nombreux. Donc on reste le principal marché attractif. Et ça, c'est un énorme avantage, parce que quand on est le plus... Si vous voulez, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent... Donc on n'a pas toujours conscience, on ne se défend pas toujours avec son marché intérieur. Dans le monde du commerce international, les balèzes, c'est ceux qui importent le plus. C'est pas ceux qui exportent le plus, c'est ceux qui importent le plus. C'est eux qui, en quelque sorte, ouvrent ou pas les portes de leurs économies puissantes internationales. L'Union européenne n'a jamais été naïve. Je conteste formellement ce point-là. Et d'ailleurs, il suffit de regarder les chiffres. L'Union européenne a toujours eu, depuis très longtemps, un surplus extérieur très important. Les Américains ont toujours eu un déficit énorme et les Chinois ont toujours eu un surplus énorme. Pourquoi ? Parce que l'économie européenne est assez équilibrée entre l'épargne et la consommation. En gros, les Européens, ils épargnent, mais ils consomment dans des proportions raisonnables. Les Américains épargnent pas assez et consomment énormément, déficit. Les Chinois épargnent trop et consomment pas assez, hop, surplus. Bon, ça, c'est le fond de tableau, si vous voulez. Entre-temps, il y a des politiques commerciales. Au fur et à mesure que les Américains devenaient protectionnistes et que les Chinois ont divergé d'une convergence avec les règles normales d'une économie moderne, l'Europe s'est ajustée. Elle est aujourd'hui beaucoup plus musclée sur le plan commercial. Ça a été vrai de la Commission Juncker, qui a beaucoup changé les instruments de défense commerciale. C'est vrai de la Commission von der Leyen, qui s'est adaptée. Alors, reste que l'Union européenne a besoin d'un commerce international ouvert. Pourquoi ? Parce que notre croissance à nous, dans les années qui viennent, c'est quoi ? C'est 1,5-2%. La croissance mondiale moyenne, c'est 5%. On a besoin de marchés ouverts pour aller chercher de la croissance ailleurs que chez nous, en attendant, ce que j'espère un jour, que l'économie européenne, en quelque sorte, regonfle son potentiel de croissance. Aujourd'hui, malheureusement, c'est pas le cas. Grégoire Normand. Oui, alors justement, on a vu que l'Europe avait quand même décroché face aux États-Unis, et notamment à la Chine. Est-ce que justement son ouverture commerciale n'a pas participé à ce décrochage ? Non.
dans les moments de tension et de crise qu'on a vécu ces 15 dernières années? Non. Disons, encore une fois, il faut regarder les chiffres. L'Union européenne est en surplus extérieur. Ça veut dire qu'elle a un avantage dans un commerce ouvert et des accords commerciaux multilatéraux et bilatéraux. Elle a un certain nombre de points forts. Là où elle a des avantages comparatifs, vous en avez cité, l'agroalimentaire par exemple, les services financiers. Il ne faut pas regarder que les biens, hein. Il y a aussi des services. Et en matière de services, l'Union européenne est très, très, très bénéficiaire. Bon. Et donc, ce qui est vrai, c'est que dans une période où le monde se brutalise, il y a des guerres terribles chez nous, en Ukraine, il y en a au Moyen-Orient, des impératifs de sécurité économique, qui à l'époque où le monde était, je dis pas en paix, mais enfin ça allait quand même plutôt pas mal, les impératifs de sécurité économique consistent à protéger les Européens en cas de conflit armé, et malheureusement, je dis ça parce que ma génération a vécu dans l'idée que l'Europe c'était la fin de la guerre. Alors, ces préoccupations remontent et l'Europe doit se doter d'un appareil de sécurité économique, par exemple sur l'accès aux matières premières critiques, par exemple sur l'accès aux composants qui sont la frontière de la technologie. Et c'est vrai que ça change la conduite de la politique commerciale. Dans certains cas, on sera moins ouvert qu'avant. Dans d'autres cas, peut-être plus. Pascal Lamy, vous allez rester avec nous jusqu'à 9h. Dans un instant, Christiane Lambert, Adina Revol et Jean-Sébastien Lefebvre vont nous rejoindre. Juste avant, un mot, est-ce que l'OMC fonctionne correctement aujourd'hui ? Est-ce que vous avez l'impression qu'il a toute son utilité ? En un mot, c'est dur. Je vous en prie un peu plus. Ça vient tout simplement du fait que dans les 3 éléphants du commerce mondial, et disons, on peut ajouter l'Inde, même si elle est moins participante à l'échange international que la Chine, les États-Unis ou l'Europe, le problème, c'est que les Américains ont déserté l'OMC. Oui. Pendant très longtemps, l'OMC a été pilotée, conduite, dynamisée par un couple euro-américain depuis 2008, et ça s'est passé d'ailleurs presque à la fin de mon mandat, quand j'étais directeur général de l'OMC. Les Américains ont conclu, pour des raisons qui tiennent à la rivalité avec la Chine et aux dégâts domestiques faits dans un certain nombre de régions par l'acier, l'aluminium, les voitures, parce que les Américains ont un mauvais système de sécurité sociale, petit à petit, ils se sont distanciés. Aujourd'hui, les Américains s'assiedent sur les règles de l'OMC. Ils sont, en quelque sorte, hors système. L'OMC ne peut pas marcher bien. Alors, est-ce qu'elle est morte ? Pas du tout. Tous les jours, il y a des dizaines de diplomates commerciaux qui échangent, qui notifient des mesures, qui les discutent. C'est toute la partie émergée de l'OMC qu'on ne voit pas. Mais disons, elle claudique parce qu'il lui manque la jambe américaine. Et je ne vois pas très bien, que ce soit d'ailleurs les démocrates ou les républicains qui pilotent la prochaine administration, je ne vois pas très bien comment ça changerait. Et pour beaucoup de pays en développement, c'est un énorme problème. Moi, je plaide, en vain pour l'instant, pour que l'Europe et un certain nombre de pays émergents reprennent l'initiative et disent, comme ils l'ont fait d'ailleurs pour remplacer le mécanisme de règlement des différends que les Américains ont paralysé, et disent, eh ben, si les Américains ne veulent pas de l'OMC, nous, ensemble, on va reconstruire quelque chose qui soumet les règles du commerce international à des disciplines que nous nous engageons à respecter collectivement.